Il y a presque 45 ans depuis sa mort, les gens ne peuvent toujours pas oublier le visage de la nouvelle vague américaine, John Wayne, qui est devenu emblématique pour ses rôles dans les westerns et les films de guerre dans les années 1920. En tant que l'un des personnages ayant le plus de succès au box-office pendant 3 décennies, John rend toujours le public fier et heureux de ses victoires dans sa carrière d'acteur. Néanmoins, au-delà de l'objectif cinématographique, la vie de John Wayne cachait de nombreux secrets non divulgués, donnant lieu à des spéculations sinistres dans les médias. Pour dissiper ces rumeurs, les descendants de John ont courageusement pris la parole pour dévoiler la vérité complète sur leur père. Regardons cette vidéo ensemble. Marion Robert Morrison, mieux connu sous son nom de scène emblématique John Wayne, est né à Winterset, Iowa, en 1907. Ses premières années ont été marquées par un lien fort avec sa famille, en particulier son père pharmacien et sa mère. En 1914, lorsque Wayne avait seulement 7 ans, les Morrison ont décidé de partir vers l'ouest jusqu'en Californie, cherchant de nouvelles opportunités et un nouveau départ. Le jeune garçon a trouvé un compagnon constant en un chien Airedale nommé Duke. Leur lien inséparable a conduit au surnom Petit Duke pour le garçon et Grand Duke pour le compagnon canin, donnant finalement naissance au surnom durable qui deviendrait synonyme de la légende d'Hollywood. Pendant son temps au lycée de Glendale, Wayne a démontré des talents exceptionnels sur le terrain de football et sur scène. Sa maîtrise du football, associée à son intérêt pour le théâtre, a préparé le terrain pour ce qui allait devenir une carrière polyvalente. Le surnom Duke l'a suivi, de la cour de récréation jusqu'au grand écran. En envisageant initialement un avenir dans le football, les compétences de Wayne sur le terrain lui ont valu une bourse pour jouer avec les Trojans de l'Université de Californie du Sud. Sa montée en tant que joueur étoile s'est accompagnée d'un mode de vie décontracté typique d'un surfeur, appréciant son temps libre à Newport Beach. Cependant, le destin a pris un tournant inattendu en 1926 lorsqu'un accident de surf a mis fin abruptement à ses études universitaires et à ses aspirations au football, comme rapporté par le Chicago Tribune. Malgré ce revers, Wayne s'est dirigé vers un nouveau chemin. Selon John Wayne Heritage, il a commencé à travailler pour des studios de cinéma locaux après avoir quitté l'école. Cela a marqué le début d'un voyage transformateur dans le monde du cinéma, jetant les bases d'une carrière qui ferait de lui l'une des figures les plus durables et les plus aimées de l'histoire du cinéma américain. Après s'être aventuré dans le monde du cinéma, la première incursion de John Wayne dans l'industrie était modeste mais cruciale. Selon John Wayne Heritage, son premier poste était chez Fox Film, où il travaillait comme homme à tout faire. Ce rôle impliquait la tâche exigeante et souvent ingrate de déplacer des meubles et de l'équipement, fournissant à Wayne un revenu modeste, mais une prise de pied dans le monde cinématographique. En même temps, Wayne saisit l'opportunité d'apparaître comme figurant dans divers films, commençant en 1926 avec un rôle non crédité en tant que joueur de football anonyme de Yale dans Brown of Harvard. Au cours des années suivantes, il endossa 13 rôles supplémentaires non crédités avant de se faire reconnaître sous son nom de naissance, Duke Morrison, dans le film de 1929, Words and Music. Pendant ce temps, Wayne croisa la route du réalisateur John Ford, amorçant une amitié durable qui aurait un impact significatif sur sa carrière. Cependant, c'est le réalisateur Raoul Walsh qui joua un rôle crucial dans la trajectoire de Wayne à Hollywood. Dans La piste des géants, un film sorti en 1930, Wayne obtint son premier rôle important en tant que Breck Coleman, un personnage menant des chariots couverts sur une route terrestre. Les auditions pour ce rôle étaient très compétitives. Wayne aurait concouru contre 81 autres acteurs, comme le rapporte l'Evening Star de Washington, D.C. Notamment, le journal reconnaissait la carrière précédente de Wayne dans le football et le désignait comme « assistant homme à tout faire ».
C'est pendant cette période que le nom John Wayne fit ses débuts dans la presse. Comme le raconte John Wayne, un blog, Raoul Walsh proposa le nom Anthony Wayne, mais le patron des studios Fox, Winfield Sheehan, le trouvait trop italien. À un moment crucial, Sheehan suggéra John Wayne, un nom que lui et l'acteur acceptèrent de volontiers. Selon John Wayne Heritage, Wayne accepta le changement, reconnaissant que si les personnes qui payaient son salaire voulaient améliorer son nom, il était plus que disposé à accepter la modification. Le paradoxe de John Wayne, une figure emblématique associée à l'image robuste et virile du cow-boy, détestant les chevaux, est un aspect fascinant de sa vie personnelle. Scott Eyman, biographe de Wayne, explore ce détail surprenant dans son livre « John Wayne, The Life and Legend ». Selon Eyman, la version de Wayne pour les chevaux était si prononcée que son propre fils, Michael Wayne, devait apprendre à monter avec des cascadeurs plutôt que de recevoir des conseils de son père. Cette révélation remet en question l'image conventionnelle du Duke, passant une grande partie de son enfance et de sa carrière à cheval. L'affirmation d'Eyman trouve un soutien supplémentaire dans une interview détaillée dans The New Frontier, où David Gergen et Gary Wells discutent du prétendu aversion de Wayne pour les chevaux. Gergen déclare « Vous dites qu'il détestait les chevaux, un homme. » À quoi Wills répond « Détestait les chevaux. Il n'a jamais monté sauf sur le plateau, et jamais quand il n'en avait pas besoin. » Cette contradiction entre l'image cinématographique de Wayne en tant que cavalier intrépide et son prétendu dégoût pour ces animaux ajoute une couche intrigante à la personnalité de l'acteur. Cependant, le récit prend un tournant lorsque l'on considère les récits contradictoires. Le fils de John Wayne, Patrick, a offert une perspective différente à l'auteur Tony Medley. Patrick affirmait que son père était en fait un excellent cavalier. Il raconta un incident lors du tournage de Big Jake en 1971 où il avait observé son père, cavalier expérimenté, garder le contrôle de son cheval même après qu'il se soit effrayé pendant une scène de poursuite. Cela contredit l'idée que Wayne évitait de monter à moins que ce ne soit absolument nécessaire. De plus, Patrick partagea une anecdote personnelle du tournage de Les Comancheros, où son père avait remarqué ses compétences de cavalier plutôt médiocres pendant une scène. En réponse, John Wayne intervint, disant à son fils « Tu vas apprendre à monter à cheval ». Il s'est assuré que Patrick reçoive des leçons supplémentaires, ce qui a entraîné une amélioration notable de ses compétences équestres. Le contraste entre la personnalité à l'écran de John Wayne et sa vie personnelle ajoute une couche de complexité à la légende d'Hollywood. Alors que le Duke projetait une image d'homme dur, robuste et beau à l'écran, en dehors des caméras, il était décrit comme quelque peu réservé voire maladroit, particulièrement dans ses interactions avec les femmes, comme le notait The Fashion Ball. Malgré son prétendu malaise avec le sexe opposé, la vie amoureuse de Wayne était loin d'être paisible. Selon le critique Emmanuel Levy, Wayne prétendait qu'il ne courtisait jamais les femmes, et le scénariste James Grant a mentionné que les femmes insistantes l'effrayaient vraiment. Pourtant, le Duke s'est retrouvé marié 3 fois et, de ses unions, il a eu un total de 7 enfants. Son premier mariage était avec Joséphine Sáenz en 1933. Le couple a eu 4 enfants ensemble, Michael, Tony, Patrick et Melinda, avant que leur mariage ne prenne fin en 1943. Le site de John Wayne suggère que le rôle principal de Wayne est une supposée liaison avec Marlène Dietrich pendant le tournage de films comme Seven Sinners, 1940, The Spoilers et Pittsburgh, tous deux en 1942, ont peut-être joué un rôle dans la dissolution de son premier mariage. La plupart des biographes attribuent l'affaire à Dietrich, qui aurait exprimé son désir pour Wayne à son agent, menant à une relation contractuelle et une liaison de 3 ans. Après son tumultueux premier mariage, Wayne entra dans une deuxième union avec Esperanza Chata Baur Diaz. Ce mariage fut marqué par la jalousie, la supposée liaison de Wayne avec l'actrice Gail Russell et, selon Emmanuel Levy, des disputes fréquentes et alcoolisées. Le couple divorça en 1954.
Le troisième et dernier mariage de Wayne fut avec l'actrice Pilar Palette. Le mariage a produit 3 autres enfants, Aïssa, John et Marisa, avant de se terminer finalement par un divorce en 1973. Malgré les défis de ces mariages, Wayne resta célibataire après son 3e divorce. Dans ces dernières années, il partagea sa vie avec sa secrétaire, Pat Stacey. La période entre 1940 et 1945 a vu John Wayne plonger dans une série de films sur le thème de la guerre, reflétant le contexte mondial tumultueux de la Seconde Guerre mondiale. Selon la base de données Internet Movie Database, il est apparu dans 7 films liés à la guerre pendant cette période, notamment Dark Command, The Long Voyage Home, Flying Tigers, The Fighting Seabees, Back to Bataan, Reunion in France et They Were Expendable. La question se pose naturellement. Comment Wayne a-t-il réussi à tourner ses films alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage? Comme le note Den of Geek, John Wayne, initialement enregistré pour le service sous le nom de Marion Mitchell Morrison, a reçu un sursis de classe 3A pour dépendance familiale. En tant que seul pourvoyeur de sa famille et père dévoué, Wayne a choisi de différer son service militaire pour continuer à travailler à Hollywood. Il a exprimé le désir de faire encore quelques films avant d'éventuellement entrer dans le service. De plus, maintenir son nom au premier plan dans l'industrie cinématographique hautement concurrentielle a probablement joué un rôle dans sa décision. Bien que Wayne prévoyait de servir dans la guerre éventuellement, il n'a jamais participé à la Seconde Guerre mondiale. En 1942, le Congrès a révisé la loi sur le service sélectif, reportant tous les hommes mariés jusqu'à nouvel ordre, comme le rapporte World War 2.0. Cette décision reflétait la conviction que la préservation de l'unité familiale était essentielle pour maintenir une société organisée. Les reports de dépendance, comme le souligne encyclopédia.com, ont bénéficié d'un soutien significatif à cette époque. Malgré ce soutien législatif, l'immunité de Wayne au service militaire aurait irrité son ami et collaborateur fréquent, le réalisateur John Ford. Selon Magellan Times, pendant le tournage de They Were Expendable en 1945, Ford, connu pour son expérience militaire et son engagement envers l'authenticité, a confronté Wayne à propos de son salut peu enthousiaste. Apparemment frustré, Ford aurait exclamé « Duke, tu ne peux pas faire un salut qui ressemble au moins à celui de quelqu'un qui a servi. » En réponse, Wayne aurait quitté le plateau, mettant en lumière la tension entre les deux pendant une période où l'impact de la guerre était profondément ressenti à la fois dans le monde réel et dans le monde fictif d'Hollywood. En 1948, à l'âge de 41 ans, John Wayne a confronté une préoccupation commune à laquelle de nombreux hommes d'âge moyen sont confrontés: la perte progressive de cheveux. The Vintage News note que Wayne, remarquant l'évolution de sa calvitie, a décidé de résoudre le problème en portant une perruque dans ses films. Ce changement est devenu particulièrement remarquable dans ses films de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il soit occasionnellement apparu en public sans la perruque, Wayne, selon The Vintage News, a continué à porter une perruque dans ses rôles cinématographiques. La décision d'utiliser une perruque n'est pas passée inaperçue du public et des médias. Mental Floss raconte un incident où un journaliste a demandé à Wayne à propos de ses cheveux faux. En réponse, Wayne a plaisanté en disant « Ce n'est pas faux, c'est des vrais cheveux. Bien sûr, ce n'est pas les miens, mais c'est bien réel. » La reconnaissance franche de Wayne de porter une perruque a mis en valeur son approche directe et sans excuse de l'aspect cosmétique de son apparence. Malgré sa franchise sur le port d'une perruque, il y avait une exception. Pour le film Les ailes de l'aigle en 1957, Wayne a choisi de ne pas porter sa perruque. Ce départ de son apparence habituelle à l'écran mettait en évidence la polyvalence de l'acteur et sa volonté de modifier son apparence pour des rôles spécifiques. Les perruques portées par John Wayne pendant ses films sont devenues des objets de valeur à part entière. En 2010, la BBC a rapporté que la perruque qu'il portait dans le film de 1967, El Dorado, a été mise aux enchères et a rapporté $1 244.
Par la suite, en 2013, une autre perruque sur mesure, fabriquée avec des cheveux humains et nouée méticuleusement brin par brin sur une maille en dentelle avec des bandes de soie pour une apparence de cuir chevelu réaliste, a été découverte. The Vintage News a rapporté que cette perruque, ainsi que son bloc de toile, a été vendue pour $6 250. Malgré la valeur financière de ces artefacts, la volonté de Wayne de discuter ouvertement et même de plaisanter sur son utilisation d'une perruque a démontré un niveau de conscience de soi et d'humour sur les réalités du vieillissement sous les feux de la rampe. De plus, la révélation accidentelle de sa perruque lors des scènes de combat dans des films comme Le bagarreur du Kentucky, 1949, L'homme tranquille, 1952, et La ruée vers l'Ouest, 1960, a ajouté une touche légère à la carrière emblématique de Wayne. En 1954, John Wayne se retrouve sur le plateau reculé du désert de l'Utah pour Le Conquérant, un film retraçant la vie de Gengis Khan. Le Guardian a plus tard jugé que le rôle était mal adapté à l'acteur emblématique. Cependant, l'aspect le plus significatif de la production n'était pas son mérite cinématographique, mais plutôt sa proximité géographique avec un site d'essai de bombes atomiques dans le Nevada, à seulement 100 miles de là. À l'insu de la distribution et de l'équipe, cet emplacement aurait des conséquences graves sur leur santé. Malgré les assurances officielles selon lesquelles les retombées ne toucheraient pas le lieu de tournage, un compteur Geiger sur le plateau a émis des crépitements si forts que Wayne a soupçonné une défaillance. Les retombées ont en effet atteint la zone, et tout le monde sur le plateau, y compris Wayne, a été involontairement exposé à des radiations. Ce groupe sera plus tard appelé les Downwinders, des personnes exposées aux retombées radioactives, non seulement dans l'Utah, mais aussi en Arizona et dans le Nevada entre 1951 et 1962.